Bienvenue dans un nouvel épisode d'Al-Chakara au Satlana. Je suis Dan Diker et aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est devenu les feux des tunnels de Gaza avec des terroristes du Hamas coincés à plusieurs mètres sous terre. Ils essaient de débattre s'ils vont continuer à se battre ou s'ils vont déposer les armes. Rejoignez-nous aujourd'hui dans cet épisode de Al-Chakar al-Satlana. Khaled Abou Tawame. Le cessez-le-feu à Gaza s'est effondré et s'est transformé en guerre des tunnels entre le Hamas et Israël du côté israélien de la bande de Gaza. Quel paradoxe! Ouais, eh bien, Dan, il semble que, tu sais, le Hamas se dit « Oups, on a oublié environ 300 ou 250 de nos membres qui sont piégés dans les tunnels au sud de Gaza et qui se trouvent sous contrôle israélien. » Et maintenant, tu vois la direction du Hamas courir vers les Égyptiens, les Qataris, les Turcs et d'autres médiateurs, les suppliants. Tu sais, on veut un passage sécurisé pour nos gens, on veut les sortir des tunnels. On dirait que, tu sais, ça devient une crise pour le Hamas. D'un autre côté, tu as les Palestiniens à Gaza, les familles qui demandent à la direction du Hamas, pourquoi les avez-vous abandonnés? Pourquoi les avez-vous oubliés en signant l'accord de cessez-le-feu? Donc c'est vraiment devenu un gros problème pour beaucoup de gens à Gaza. Hamas, vous savez, officiellement, Hamas dit, regardez, les termes ou les mots reddition et lever un drapeau blanc et remettre nos armes n'existe pas dans notre lexique, dans notre dictionnaire. Et nous resterons simplement là. Il vaut mieux mourir que de se rendre aux Israéliens. Israël, en revanche, dit que vous n'avez que deux options. Mourir ou vous rendre. Je veux dire, Israël, en s'adressant à ces gars dans les tunnels, on a vu hier certains hauts responsables du Hamas, des commandants, qui se cachaient dans les tunnels. Je veux dire, ils ont essayé de s'enfuir et ils ont été interceptés par les forces de défense israéliennes et ils ont été tués. On parle, vous savez, du commandant du bataillon de Rafah, on parle de son adjoint, on parle du fils de Ghazi Hamad. Le Ghazi Hamad est un haut négociateur du Hamas qui siège au Qatar. Vous savez, ce qui était intéressant, Dan, c'est que c'est Ghazi Hamad qui, 2 ou 3 semaines après le 7 octobre, il est passé à la télévision libanaise et il a annoncé qu'il y aurait un deuxième, un troisième et un quatrième 7 octobre. Il a essentiellement dit, vous savez, le Hamas continuera à commettre des massacres contre les Israéliens. Et voici son fils. Maintenant, vous savez, tué alors qu'il se cachait dans ces tunnels. Donc, toute cette question des tunnels, vous savez, est devenue un gros problème. Le Hamas est piégé dans ses propres tunnels en ce moment. C'est très embarrassant pour le groupe terroriste. Et voyons comment les choses vont évoluer. Mais, vous savez, on parle toujours de dizaines de ces gars qui ont été abandonnés par leur propre organisation. À l'intérieur des tunnels, il manque d'eau, il manque de nourriture et ils n'ont plus d'autres provisions. Et on voit qu'à peu près tous les 2 ou 3 jours, certains d'entre eux sortent de ces tunnels et essaient de s'enfuir. Et bien sûr, Tzahal les attend là-bas. Tu sais, Khaled, c'est un retournement de situation incroyable quand on pense au fait que le Hamas avait enlevé 250 Israéliens juifs, chrétiens et musulmans. Ils les ont enfermés sous terre. 2 ans après, ils sont piégés dans leur propre tunnel. Cela ne joue pas en faveur du Hamas non plus dans le monde arabe. Je veux dire, le monde arabe voit le Hamas également en perception. Il semble très faible. Les voilà capturés, le fils de Ghazi Hamad. Ce n'est probablement pas moins important que la mort du commandant et du commandant adjoint des forces Israël, Hamas. Ici, la propre famille de Ghazi Hamad a été tuée. Suite à ses déclarations sur le prochain 7 octobre et le prochain 7 octobre. Du point de vue du monde arabe, Hamas semble vraiment vaincu en ce moment précis. Tu ne trouves pas?
Eh bien, je veux dire, je serais d'accord avec toi que du point de vue du monde arabe, cela pourrait être en partie vrai. Mais du point de vue palestinien, je suis désolé de te le dire, Dan, cela semble favorable au Hamas et je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup de Palestiniens, y compris le Hamas, disent « Oh, tu vois, nos combattants sont piégés à l'intérieur des tunnels. Ils ne se rendront pas, ils ne sortiront pas de ces tunnels. Ils préfèrent mourir afin de préserver leur dignité. Ils veulent devenir des martyrs. » Voilà comment le Hamas le présente. C'est la première chose. Deuxièmement, le Hamas se vante en fait du fait que le fils d'un haut responsable du Hamas a été tué. Parce que le Hamas dit, et d'autres Palestiniens qui soutiennent le Hamas disent aussi, « Ah, vous voyez, vous disiez cela ?» Hamas, les responsables et les membres de leur famille sont dans des hôtels 5 étoiles et leurs fils arpentent les rues d'Europe, vont dans des boîtes de nuit et des restaurants. Et voici le fils d'un haut responsable du Hamas qui est tué à l'intérieur des tunnels. Et il est, comme le troisième fils d'un responsable du Hamas, à être tué ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc le Hamas utilise en fait cela pour marquer des points auprès de la rue palestinienne. Et pour certains Palestiniens, cela a du sens et ils y croient. Hein. Ajoutez à cela que vous avez Al Jazeera, pour vous rappeler, la chaîne de télévision détenue par le Qatar, qui est un porte-parole officiel du Hamas. Presque chaque soir en arabe, vous voyez des émissions qui glorifient ces hommes piégés dans les tunnels, les appelant des héros et les félicitant de ne pas se rendre, les félicitant d'être restés fermes dans les tunnels sans nourriture, les présentant comme un modèle de sacrifice et de martyr et aux jeunes à l'intérieur de Gaza. Ainsi, Al Jazeera joue également un rôle très important. Donc, comme vous l'avez dit auparavant, oui, dans le monde arabe, cela est perçu comme un signe de faiblesse parmi les Palestiniens. C'est perçu par beaucoup d'entre eux comme un signe que le Hamas est résistant. Et tous ces combattants du Hamas, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier au sein du Hamas et ils ne se rendront pas. Ils refusent de donner à Israël l'image de la victoire. C'est crucial, Dan, comme tu le répètes, tout dépend de la perception. Et la dernière chose dont le Hamas a besoin, c'est que des terroristes du Hamas sortent de ces tunnels en sous-vêtements et les mains levées aussi haut. Oh, c'est très mauvais pour le Hamas le sait. Ça, une fois que vous avez des images comme celle-là, vous avez offert à Israël l'image de la victoire qu'il souhaite et vous avez en fait détruit la réputation ou l'image du Hamas non seulement parmi les Palestiniens, mais dans tout le monde arabe et musulman. Tu sais, Khaled, ce moment me rappelle l'importance pour Israël de profiter d'une situation où elle a acculé les combattants du Hamas sous terre. Nonobstant ton commentaire très incisif sur le Hamas, utilisez ce moment pour promouvoir le djihad, la défense du djihad, tu sais, se battre jusqu'à la dernière goutte de sang et se battre pour la libération. Cela fait partie intégrante de toute la structure du djihad et la victoire du djihad est la victoire de la survie de ceux qui se battent pour la libération et pour vaincre les non-croyants. Maintenant, cela étant dit, nous savons que Yasser, Abu Shabab et d'autres familles et clans à Gaza qui acclament, dans mon évaluation pour le Hamas, il y a la reddition, c'est le moment où ils doivent être mobilisés pour qu'ils appellent en arabe à la reddition du Hamas. C'est un moment important. Nous savons que certains membres du Hamas, au moins 1 ou 2 combattants du Hamas, ont été remis à la famille Yasser Abu Shabab lorsqu'ils sont sortis des tunnels. Oui, au cours des 3 ou 4 derniers jours, je dirais. Dan, j'ai entendu des témoignages de personnes à Gaza selon lesquelles ces milices anti-Hamas, y compris la milice Yasser Abu Shabab, ont en fait intensifié leurs opérations et leurs activités dans les zones contrôlées par le Hamas. Même le Hamas l'a laissé entendre.
Il y a seulement 2 jours, le Hamas a annoncé qu'il avait intercepté l'une de ses cellules d'une milice anti-Hamas alors qu'elle était en route pour kidnapper ou arrêter un membre du Hamas à l'intérieur de Gaza. Et le Hamas affirme qu'ils ont exécuté ces types. Mais cela montre bien qu'il y a une activité accrue de la part de ces milices anti-Hamas. Nous ne savons toujours pas, Dan, à quel point ces milices sont puissantes. Nous ne savons pas combien de membres elles comptent, mais nous voyons qu'elles augmentent leur activité. Et c'est quelque chose d'inquiétant. Hamas, nous avons vu des vidéos de membres du Hamas capturés ou se rendant à ces milices, les milices Yasser Abu Shabab. Nous avons vu des aveux en vidéo. Tout cela est très mauvais pour le Hamas. Quand la milice Yasser Abu Shabab présente un prisonnier du Hamas et qu'il critique le Hamas en disant que, vous savez, nous avons fait beaucoup d'erreurs et tout ça, ça ne donne pas une bonne image. Ces milices, d'ailleurs, finissent par approuver la guerre de perception de Toda et ils savent bien que ces vidéos ont bel et bien un effet ou un impact sur la population palestinienne. Oui, absolument. Et comme vous l'avez mentionné, Khaled Al Jazeera, Qatar, Doha, est un influenceur très important ici en coulisses. Vous savez, les Qataris financent 1 milliard de dollars chaque année par le biais de la fondation d'aide humanitaire Qatar Aïcha. Je suis presque certain qu'ils essaient de faire passer une partie de l'aide par Gaza City depuis l'ouest vers les tunnels pour aider les terroristes du Hamas piégés. Mais le Qatar continue de collaborer avec la Turquie, dont il finance également les activités, y compris en matière de secours et d'opérations humanitaires à l'intérieur de Gaza, ainsi qu'une ligne directe, croyez-le ou non, de Gaza à Jérusalem, dont toi et moi avons déjà parlé. Beaucoup de nos téléspectateurs ne connaissent pas cette connexion directe entre Gaza, en tant que concept perceptuel, et l'ultime combat ottoman-néo-ottoman pour Jérusalem. Le Qatar et la Turquie sont tous deux très actifs, utilisant la situation à Gaza pour mobiliser l'appétit djihadiste et islamiste. Car le véritable prix, voici le prix à Jérusalem. Et nous voyons une activité énorme, une activité continue de la Turquie et du Qatar à Jérusalem. Ce n'est pas nouveau, Dan, ces 2 pays que tu as mentionnés, la Turquie et le Qatar. Depuis de très nombreuses années, ils essaient d'établir ce que j'appelle des bases de pouvoir à Jérusalem. Les Turcs, à travers plusieurs associations caritatives islamiques, et en envoyant de nombreux pèlerins musulmans à Jérusalem, à la mosquée El-Aqsa et le Qatar, en finançant plusieurs projets, y compris des projets touristiques, d'ailleurs à Jérusalem-Est. Donc, voyez-vous une sorte de concurrence, je dirais, entre le Qatar et la Turquie. Écoutez, Gaza est une étape vers Jérusalem. Au bout du compte, ces 2 pays savent que si vous avez un pied à l'intérieur de Jérusalem, vous avez de l'influence sur des centaines de millions de musulmans à travers le monde. Ils connaissent l'importance de Jérusalem. Ils ne vont pas viser la Mecque et Médine parce que ces villes sont sous le contrôle des Saoudiens et ils ne veulent pas avoir de problème avec les Saoudiens. Mais ils voient ici une opportunité d'avoir une certaine forme d'influence, même si ce n'est qu'une présence symbolique à Jérusalem, sur les sites saints islamiques de Jérusalem. Désolé, c'est très important pour eux. Ils en comprennent l'importance. Et c'est pourquoi nous avons constaté une activité accrue à l'intérieur de Jérusalem, et je fais référence à Jérusalem-Est au cours des dernières années. Maintenant, ces derniers 6 mois, ou depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, nous voyons les 2 pays. La Turquie et le Qatar menant de front ce qu'on appelle l'aide humanitaire, l'effort ou la campagne d'aide, la campagne internationale visant à fournir une aide humanitaire aux populations. Hier encore, il y a eu un rapport indiquant que le Qatar venait d'envoyer des milliers de tentes à Gaza. Maintenant, tout cela n'est pas uniquement à des fins humanitaires. Dan,
Ces deux pays ont intérêt à maintenir Hamas au pouvoir, car s'ils perdent Hamas, ils perdront un centre de pouvoir. Ils savent que le Hamas, qui se définit d'ailleurs comme une branche, l'aile des frères musulmans en Palestine, ils savent que s'ils perdent le Hamas, ils perdront le contrôle sur une région très importante. Et ils savent que, vous savez, le Hamas est leur marionnette, le Hamas est leur agent, le Hamas est leur intermédiaire. Ils peuvent toujours compter sur lui. Ces deux pays, une fois qu'ils sont impliqués avec Gaza, cela signifie que nous revenons au 6 octobre. Cela signifie que le Hamas continuera de diriger Gaza avec l'aide de ces deux pays. Maintenant, il est très important, Dan, de noter qu'en attendant, je ne vois pas d'autres pays arabes enthousiastes à l'idée d'envoyer des troupes à Gaza ou même de s'impliquer avec Gaza. Tu vois, une sorte d'apaisement, je dirais. Tu sais, les Arabes se retirent de plusieurs façons et laissent la scène uniquement au Qatar et à la Turquie. Tu te souviens de tout ce discours des Émirats arabes unis et de l'Égypte et des pays islamiques comme l'Indonésie, tout ça? Où sont-ils? Et l'Azerbaïdjan? On n'en parle plus. Je veux dire, on ne parle plus d'envoyer ou de troupes pour faire partie de la force internationale de stabilisation. Donc, on voit un retrait et le Qatar et la Turquie comblent le vide et cela n'augure rien de bon pour l'avenir de Gaza. Et Khalid, je suis très heureux que tu aies évoqué la question de la force internationale de stabilisation. Et cela renvoie vraiment au plan Trump en 20 points. Toi et moi, dans cette émission, disons cela depuis des semaines. Il n'y a pratiquement aucune chance qu'une force arabe autre que la Turquie fournisse des hommes armés pour aller désarmer le Hamas et démilitariser Gaza. La seule force capable et disposée à le faire, ce sont les forces de défense israéliennes. Et ce que nous voyons maintenant, Khaled, 2 mois et demi, 3 mois après les Américains, le quartier général ou le quartier général international parrainé par les Américains à Kiryat Gat dans le sud d'Israël a été établi afin de mettre en œuvre la deuxième étape du plan Trump en 20 points. D'ailleurs, nous sommes toujours à la première étape parce qu'il y a encore 2 corps qui sont détenus par le Hamas. Mais malgré ce point, nous avons dit dans cette émission, et je tiens à le rappeler, qu'il n'y a pas de force internationale de stabilisation. Peu importe que cela ait été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, peu importe tout autre organisme international, parce que nous savons qu'il n'existe aucun organisme, ni dans le monde arabe, ni sur la scène internationale, qui désarmera le Hamas par la force. Et c'est un point très important, car cela rejoint encore la compréhension du djihad, sur laquelle l'Occident n'est toujours pas à jour. Tous les éléments impliqués dans ce type de guerre islamique. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Khaled? Et je pense que c'est là toute l'ironie du plan en 20 points, de toute la confrontation qui continue à Gaza. C'est que plus cette impasse continue et qu'Israël et le Hamas continuent de se battre, il n'y a pas de véritable cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu nominal, c'est une guerre de basse intensité. Gaza est divisé en deux. Les États-Unis et Israël contrôlent l'est de Gaza et le Hamas contrôle toujours l'ouest de Gaza. Le plan est que les centaines de milliers de Gazaouis se déplaceront vers là. Le côté de la bande de Gaza sécurisé par Israël et les États-Unis, laissant le Hamas complètement acculé et isolé. Maintenant, cela dit, ce qui est crucial à comprendre ici, c'est la vision d'ensemble dans laquelle toute cette structure aboutit. L'effet boomerang sur le plan de Trump lui-même et sur Israël. Et voici l'essentiel, le point que les Saoudiens, le Qatar, et les Émiratis ont dit qu'ils prennent vraiment du recul même dans leur relation avec Israël. Et nous l'avons vu avec le Saoudien, le prince héritier saoudien Mohammed Salman, lorsqu'il est venu à Washington. Il n'a pas fait progresser la normalisation avec Israël. Et l'administration, bien qu'elle ait promis la vente des F-35, elle n'a pas finalisé la vente. Ils n'ont pas annoncé de vente en cours. Le point ici est que plus cette impasse continue,
Plus même les partenaires des accords d'Abraham prennent leur distance à cause de leur manque d'intérêt à aider le Hamas, mais B, la perception dans le monde arabo-musulman international qui soutient les Palestiniens à tout prix. D'un point de vue émotionnel, les pays des accords d'Abraham ne veulent pas devenir des victimes, ou ils ne veulent pas être perçus comme s'opposant à la grande communauté, vous savez, d'1,6 milliard, 1,7 milliard de musulmans, les 300 ou 400 millions d'Arabes au Moyen-Orient. Donc, ils s'isolent vraiment eux-mêmes. Et ironiquement, cela va à l'encontre du plan de l'administration américaine et cela va à l'encontre d'Israël. Vous savez, Dan, vous avez soulevé des points très intéressants. Permettez-moi d'exposer mes arguments ici, qui complètent en fait beaucoup de choses que vous venez de dire. Premièrement, vous ne pouvez pas éliminer le Hamas à distance. Avoir une présence militaire américaine dans le sud d'Israël, le CENTCOM, et des représentants de 40 pays assis dans le sud d'Israël et surveillant le Hamas à l'aide de drones. Je ne sais pas, excusez-moi, mais ce n'est pas ainsi qu'on fait tomber le Hamas, ça ne marche pas comme ça. Deuxièmement, si vous envoyez des troupes à Gaza, la force de stabilisation, vous devez donner à cette force un mandat clair qui elle est l'autorité de tirer sur toute personne portant des armes à Gaza. Elle a un mandat très clair pour désarmer les groupes terroristes. Elle a un mandat très clair pour s'attaquer à l'infrastructure terroriste. C'est très important. Maintenant, nous ne voyons pas qu'une telle force leur soit donnée. Tout d'abord, nous ne voyons même pas qu'une telle force soit créée. De plus, sans mandat clair, il ne faut pas s'attendre à ce que cela fonctionne. Écoutez très attentivement ce que dit Hamas, et pas seulement Hamas, mais aussi les autres groupes palestiniens. Ils disent « Toute force internationale qui remplacera Israël à l'intérieur de Gaza sera traitée comme une force d'occupation, ce qui signifie que nous ouvrirons le feu sur ces forces internationales, même si ce sont des forces musulmanes d'ailleurs. Et pensez-vous que les Arabes et les musulmans qui entendent cela vont se précipiter pour envoyer leurs soldats à Gaza? Ce ne sont pas Hamas. Et les factions palestiniennes disent que si vous voulez envoyer des troupes à Gaza, ces troupes ne devraient servir qu'en tant que force de maintien de la paix. Ils n'ont pas le droit d'interférer avec les groupes palestiniens à l'intérieur de Gaza. Ils devraient seulement être des observateurs. Et ils devraient aussi se placer à la frontière pour rendre compte de ce que fait Israël, pas de ce que fait le Hamas ou le djihad islamique palestinien. Donc, toute la perspective des Palestiniens concernant les forces internationales est très différente de la perspective de Trump et de son plan, ainsi que des autres acteurs internationaux. Et les Arabes et les musulmans, ils comprennent, parce que les Arabes et les musulmans, ils écoutent Hamas, ils écoutent ce que disent les Palestiniens, et ils ne vont pas s'impliquer dans tout ce bazar. Maintenant, concernant toute la question, revenons aux Arabes et à la normalisation avec Israël. Et si tu te souviens, Dan, je dis ça depuis le début de la guerre, si tu veux promouvoir la normalisation entre Israël et les Arabes, tu dois combattre et détruire les ennemis de la normalisation. Pourquoi Mohamed Ben Salmané devrait-il s'engager dans un processus de normalisation avec Israël alors qu'il voit que le Hamas tient toujours debout? Pourquoi s'engager dans une normalisation avec Israël alors que l'administration Trump court après le Qatar et entraîne le Qatar dans toute cette affaire? Situation. Permettez-moi de vous rappeler que l'Arabie saoudite et 6 pays arabes ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en 2017. Ils ont accusé le Qatar de soutenir le terrorisme. Ils ont accusé le Qatar de soutenir des groupes islamistes radicaux tels que les Frères musulmans et le Hamas. Et ils ont accusé Al Jazeera, qui appartient au Qatar, d'inciter à l'agitation et à l'instabilité dans leur propre pays. Et pensez-vous que les Arabes ont vraiment changé leur point de vue envers le Qatar? Non, ils comprennent. Et c'est pourquoi nous voyons que ces pays arabes font maintenant marche arrière. Je veux dire, plus personne ne parle de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite maintenant. Qu'est devenue la normalisation entre Israël et l'Indonésie?
Tu sais ce qui s'est passé? Tu parles de toutes les discussions sur l'élargissement de la normalisation entre Israël et le monde arabe et musulman? Aucune discussion n'est possible car le Hamas, le djihad islamique et d'autres groupes islamistes existent toujours. Si tu veux encourager ou promouvoir la normalisation et la paix, il faut éliminer, détruire et écarter les ennemis de la paix. C'est une équation simple, c'est ainsi que cela marche. Dan? Absolument, Khaled. Je pense que c'est un point d'une importance cruciale qui n'a pas encore été soulevé dans tout ce dialogue sur les implications régionales de ce qui se passe dans les tunnels. Et il y a une tendance à certainement pour l'analyse occidentale à se concentrer de manière très tactique sur ce qui se passe à Gaza. Je pense que notre objectif ici est de fournir le contexte régional parce que cela va bien au-delà de ce tunnel ou de cet autre tunnel, cela concerne tout le Moyen-Orient. Le Hamas comprend très bien que chaque heure pendant laquelle il résiste est un obstacle à une normalisation plus poussée, est un obstacle à la paix, à la sécurité et à la prospérité pour la région. C'est exactement ce que veut le Hamas. Pour eux, chaque heure gagnée est une victoire. Dan. C'est ici que nous devons rappeler à nos téléspectateurs et lecteurs occidentaux le slogan du Hamas. Et le slogan du Hamas est « Djihad jusqu'à la victoire ou au martyr ». C'est la victoire ou le martyr. Maintenant, la victoire, elle implique que je te détruis, sinon je préfère mourir que me rendre. Donc, c'est le slogan. C'est ce qui motive ces forces islamistes ou ces groupes islamistes, pas seulement Hamas, mais aussi le djihad islamique et tous ces terroristes. Et c'est très important, c'est, comme vous l'avez dit, le djihad, le djihad, le djihad. Les gens ne comprennent pas cette idéologie, les gens ne comprennent pas cet état d'esprit. Les gens ont tendance à la sous-estimer ou, vous savez, à la juger avec un regard occidental. Et c'est une grosse erreur. Vous devez écouter très attentivement ce que ces djihadistes disent. Et ils le disent. Je continuerai à me battre jusqu'à te détruire, et si je ne te détruis pas, je deviendrai un martyr. Il n'y a pas de troisième option, ce sont les deux seules options. Soit je te tue, soit je meurs. Comme tu l'as dit, Khaled, je rappelle à nos téléspectateurs que nous, avec certains collègues du Jeune Chambre franco-algérienne, le Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères lance l'alerte djihad, que nous avions auparavant appelée l'alerte Hamas et Organisation de libération de la Palestine. Mais je pense que l'alerte djihad correspond vraiment à ce dont nous parlons, afin d'aider nos téléspectateurs occidentaux à comprendre la profondeur, les nuances, le contexte et la stratégie derrière le djihad. Je pense que ce sera une contribution non seulement à la littérature, mais aussi aux décideurs politiques et aux législateurs, et à ceux dans les médias qui essaient vraiment de comprendre ces complexités dont nous parlons ici depuis une demi-heure. Oui, je suis d'accord, Dan. Ce projet est très important car il ne concerne pas seulement le Hamas. Beaucoup croient que le Hamas est l'unique groupe terroriste ou islamiste. À Gaza seulement, il existe 6 ou 7 autres organisations terroristes. Vous avez des groupes affiliés en Syrie, vous en avez au Liban, vous en avez partout au Moyen-Orient, en Irak. Donc vous savez, quand on parle de djihad, cela s'applique à tous ces groupes. Cela s'applique à un grand groupe de djihadistes et de personnes qui partagent la même idéologie. Absolument. Et j'ai hâte de suivre tous ces développements et de les présenter, comme nous le faisons chaque semaine, à nos fidèles téléspectateurs. Et Khaled Aboudami, comment puis-je vous remercier pour vos analyses toujours incisives et profondes sur le Moyen-Orient, le monde arabe et musulman. C'est toujours un plaisir et un honneur de discuter avec vous. Merci, Dan.